Bonjour à tous, enchanté. Je m'appelle Olivier Rabian, je suis conseiller en gestion de patrimoine basé à Paris. Et donc, j'accompagne mes clients sur les sujets qui touchent à l'organisation du patrimoine, au conseil en investissement, à tout ce qui touche à la protection des proches, donc optimiser sa transmission, optimiser les choses s'il nous arrive quelque chose. Et j'accompagne dans ce cadre un certain nombre de clients qui veulent s'expatrier au Portugal. Il y en a de plus en plus ces dernières années. On va voir pourquoi. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de voir les précautions à prendre en fait avant de s'expatrier et de voir les points de vigilance à avoir et comment adapter son patrimoine à une expatriation au Portugal. Alors, pourquoi on s'expatrie au Portugal? C'est quand même essentiellement pour la qualité de vie qu'il peut y avoir là-bas, pour le coût de la vie qui est encore un peu plus bas qu'en France, pour un certain dynamisme au soleil, mais c'est aussi parce que le Portugal a voté un certain nombre de lois qui fait qu'il y a un régime fiscal de faveur qui s'appelle le régime RNH, régime des résidents non habituels. Et donc, c'est un régime qui va permettre aux expatriés qui viennent s'installer là-bas de bénéficier d'un certain nombre d'avantages qu'on va rappeler ici. Donc, d'abord, ce statut, le statut RNH, il y a certaines conditions pour en bénéficier, mais bon, c'est assez simple de l'avoir. Il faut ne pas avoir été résident fiscal portugais au cours des 5 dernières années précédant son expatriation. Et il faut être effectivement résident fiscal portugais. Donc ça veut dire y résider plus de 180 jours par an ou y posséder une résidence habituelle, c'est-à-dire y être installé avec sa famille. Et pour bénéficier de ce régime, il ne suffit pas de remplir ces conditions, il faut aussi en faire la demande auprès de l'administration fiscale portugaise et il faut le faire avant le 31 décembre qui suit l'année d'expatriation. Sinon, on ne peut pas bénéficier de ce régime. C'est un régime de faveur qui va durer 10 ans, 10 années non renouvelables. Néanmoins, on n'est pas obligé de rester au Portugal pendant 10 ans. On peut y habiter un an, repartir en France, rentrer en France 3 ans, revenir et profiter des avantages du système pendant les années qui restent à courir. C'est un système qui, de base, permet de bénéficier d'exonération sur un certain nombre de revenus. Néanmoins, ça ne dispense pas de déclarer ses revenus sur place, même si les revenus qu'on déclare peuvent être exonérés. Il faut, chaque année au Portugal, faire des déclarations de revenus. Le principe de ce régime de résident non habituel, c'est que tous les revenus que vous allez percevoir de sources étrangères, donc typiquement, vous êtes français, vous allez habiter au Portugal et vous continuez de percevoir des revenus en France, le principe de base, c'est que ces revenus ne sont pas imposés au Portugal dès lors qu'ils subissent un impôt dans le pays d'où ils viennent, donc dès lors qu'ils subissent un impôt en France. Donc, concrètement, on va rappeler les différents types de revenus qu'il peut y avoir, mais euh, déjà, un petit point pour ceux qui partent à la retraite au Portugal. Quand on part au Portugal pour passer sa retraite, les retraites de source française sont quand même fiscalisées depuis quelques années à un taux fixe de 10%. Ce qui peut être intéressant quand on a des retraites importantes, mais quand on calcule un taux moyen d'imposition à l'impôt sur le revenu en France, c'est pas toujours intéressant sur des petites retraites, il faut voir. Si vous partez au Portugal et que vous gardez un travail en France avec des salaires français, ces salaires français vont rester aussi imposés en France. Ils ne seront pas imposés au Portugal, mais ils resteront imposés en France à un taux d'impôt sur le revenu qui est supérieur à quand vous étiez résident, puisqu'on va être dans un système de retenue à la source qui est plus progressif que le barème d'impôt sur le revenu standard. Quand on part au Portugal et qu'on a une activité, le régime RNH, résident non habituel, il permet de bénéficier aussi d'un taux de fiscalité avantageux sur les revenus de source portugaise. Donc, typiquement, vous êtes salarié au Portugal, vous touchez un salaire, vous êtes indépendant, vous touchez des revenus d'indépendant. Votre impôt sur le revenu pendant 10 ans au Portugal va être plafonné à un taux fixe de 20% dès lors que vous travaillez dans certains secteurs d'activité spécifiques dits à haute valeur ajoutée. Donc, ça englobe, il y a une liste officielle qui englobe quand même pas mal de choses. Donc, ça peut être les médecins, les ingénieurs, les professeurs d'université. Il y a des choses qui n'y sont pas. C'est une liste qui est mise à jour régulièrement, donc il faut regarder. Mais globalement, c'est assez simple de rentrer dans cette catégorie. C'est un taux d'imposition qui est réellement avantageux pour le Portugal parce que
quand on sort de ce système RNH, au Portugal, le barème d'impôt sur le revenu standard est bien plus pénalisant que le barème d'impôt sur le revenu français. Je vous ai mis à gauche ici le barème d'imposition d'impôt sur le revenu au Portugal, à droite le français. Donc on voit que au Portugal, dès qu'on gagne 20 000 euros, dès qu'on gagne plus de 20 000 euros, on est dans une tranche à 30%, alors qu'en France, pour être dans la tranche à 30%, il faut gagner 26 000 euros. Et au Portugal, dès qu'on touche 80 000 euros, on est dans une tranche à 45%, alors qu'en France, il faut gagner plus de 160 000 euros pour être dans une tranche à 45%. Donc, ce régime RNH est vraiment avantageux, aussi pour les retraites, puisque quand on touche des retraites, une fois qu'on sort du régime RNH, on est imposé à ce barème. Mais attention aussi, parce que ce régime de faveur, il ne dure que 10 ans. Donc, après 10 ans, on retombe sur une imposition classique que vous voyez ici. Donc, pour ce qui est des différents revenus qu'on peut percevoir en s'expatriant au Portugal, on va voir dans quel cas le Portugal est plus avantageux que la France ou pas. Donc, pour les retraites, je viens d'en parler. Quand on part prendre sa retraite au Portugal et qu'on bénéficie du régime RNH, ça peut être beaucoup plus avantageux que la fiscalité française quand on a des retraites élevées. Sur des retraites faibles, ce n'est pas forcément plus avantageux, voire ça peut être plus pénalisant. Après les 10 ans, quand on n'a plus le droit au régime RNH, ça va être moins avantageux que la France du fait d'un barème d'impôt sur le revenu moins progressif. Pareil pour les salaires de source portugaise et les revenus d'indépendance de source portugaise. Si vous partez au Portugal et que vous gardez des biens immobiliers en France, qui vous génèrent des revenus fonciers, vous continuez de percevoir des loyers, ces biens immobiliers, ils vont rester imposés en France, ils vont toujours être imposés en France, mais à un taux qui va être plus avantageux en général que quand vous étiez résident fiscal français. C'est-à-dire que vos bénéfices fonciers, les revenus moins les charges, ils vont être imposés selon les montants que vous percevez, soit à 27%, soit à 37%, ce qui est en général plus avantageux qu'en France. Et plus vous avez des revenus fonciers importants, plus l'économie que vous allez faire va être substantielle. Si vous vendez des biens immobiliers en France depuis le Portugal, la fiscalité sur la plus-value du bien français va continuer d'être imposée en France, mais également à un taux légèrement plus bas que si vous étiez résident fiscal français, parce que les prélèvements sociaux prélevés vont être un petit peu plus faibles. Là où le régime RNH est vraiment avantageux, c'est sur les dividendes ou les intérêts de placement que vous pourriez avoir en France, que vous allez percevoir au Portugal, parce que sur les dividendes ou les intérêts que vous percevez, il va y avoir un prélèvement à la source en France qui va être de 12,8% au lieu de 30% si on est résident fiscal français à la flat tax. Et après, il va y avoir aucun impôt au Portugal sur ces revenus que vous touchez. Donc, ça veut dire que si on perçoit des intérêts, des dividendes de source française, finalement, ils ne sont imposés qu'à 12% tant qu'on est dans le régime RNH, 12% au lieu de 30% quand on habite en France. Et au lieu du taux standard portugais qui est de 28%, donc qui est à peu près le même qu'en France, dans lequel on retombe en fait une fois qu'on sort de ce régime de résident non habituel. L'imposition sur les plus-values, il n'y a aucun avantage sur les plus-values sur les actions. Il n'y a pas d'avantage particulier à être ou non au Portugal. C'est imposé dans tous les cas. Au Portugal, c'est imposé à 28%, en France à 30%, donc ça ne change pas grand-chose. Il y a des avantages importants sur la fiscalité des crypto-monnaies au Portugal. Et enfin, sur la fiscalité de l'assurance vie, c'est également plus avantageux au Portugal après 8 ans, que l'on soit résident non habituel ou pas, puisque en France, après 8 ans, quand on fait un retrait sur son contrat d'assurance vie, on est imposé sur la plus-value à un taux qui va entre 17,2 et 30% selon les retraits qu'on fait et l'aide de versement. Et au Portugal, on va être imposé seulement à 11%, à une condition près, c'est que la majorité des sommes qui capitalisent sur le contrat d'assurance vie étaient versées pendant la première partie de la durée de vie du contrat. Au Portugal, il n'y a pas d'impôt sur la fortune immobilière. Néanmoins, quand on part au Portugal, tous les biens immobiliers qu'on garde
en France, ils vont continuer d'être imposés à l'IFI en France. Au Portugal, sur les biens portugais, vous ne serez plus assujetti à l'IFI français, il n'y a pas d'impôt sur la fortune, mais il y a quelque chose qui s'y apparente, qui s'appelle l'AIMI, c'est une espèce de taxe foncière, et qui en fait, finalement, en termes de taux d'imposition, va être équivalent, voire un peu plus pénalisant que l'impôt sur la fortune immobilière française. Donc, expatriation au Portugal d'un point de vue fiscal, avantageux ou pas avantageux. Quand on bénéficie de ce régime de résident non habituel, eh bien, c'est avantageux sur les salaires et les revenus qu'on peut avoir de sources portugaises. C'est très avantageux sur les dividendes et intérêts qu'on peut percevoir de sources françaises. C'est un peu avantageux sur les revenus de sources immobilières qu'on pourrait continuer de percevoir de sources françaises. C'est très avantageux sur les gains de crypto-monnaie. C'est plutôt pas mal sur l'assurance vie. Par contre, après 10 ans de résidence au Portugal, quand on sort de ce régime RNH, bah finalement, la fiscalité, elle n'est pas tellement plus favorable au Portugal qu'en France. Alors, donc ce régime résident non habituel qui est favorable, il faut encore pouvoir en bénéficier. Donc, pour en bénéficier, il faut que vous soyez reconnu comme résident fiscal portugais par la France. Pour ça, en fait, il faut respecter les règles de la convention fiscale qui lie le Portugal à la France, qui va regarder un certain nombre de critères pour définir si vous êtes résident fiscal français ou résident fiscal portugais. La première chose qu'on va regarder, c'est où est votre foyer, ce qu'on appelle votre foyer d'habitation permanent. Olivier, excuse-moi de t'interrompre. Ouais. Il y a une question, à mon avis, qui est pertinente à tout le monde. Il y a Nelson qui demande, en termes de succession, si on a des biens en France ou au Portugal, comment c'est taxé? Alors, je vais y venir juste après. Ah, ok, alors très bien, on attend. Donc, je parle vraiment de l'imposition sur les revenus, les successions, je vais en parler un tout petit peu après. Donc, on va regarder où est votre foyer d'habitation permanent, c'est-à-dire là où vous avez une résidence accessible à tout instant, dans laquelle vous pouvez accéder. Donc, si, par exemple, vous ne gardez aucun pied-à-terre en France, donc pas de résidence principale qui ne serait pas habitée, auquel vous pourriez aller, pas de résidence secondaire et que vous avez une résidence au Portugal, ça s'arrête là. De toute façon, vous êtes considéré comme résident fiscal portugais et donc vous bénéficiez de ce régime RNH et vous ne serez pas imposé en France. Par contre, si vous gardez un pied-à-terre en France, un pied-à-terre en France, c'est simplement un appartement dans lequel vous pouvez vous rendre quand vous voulez, qui est à votre disposition. Et ben là, on va aller regarder un second critère qui est le centre des intérêts vitaux. Donc là, on va regarder où est votre famille, où sont scolarisés vos enfants, où vous avez vos activités du week-end. Il va y avoir une étude un peu plus approfondie de votre situation qui fait que vous allez pouvoir être considéré ou comme résident fiscal portugais ou comme résident fiscal français. Et de ce point de vue-là, ce qui est important, c'est que le centre de vos intérêts vitaux soit au Portugal, c'est-à-dire que la majorité de vos revenus qui vous font vivre proviennent du Portugal. Si par exemple, vous partez au Portugal, vous gardez un pied-à-terre en France dans lequel vous pouvez vous rendre régulièrement et vous vivez majoritairement de revenus locatifs de biens qui sont situés en France, la France va pouvoir dire « Ah ben non, le monsieur, là, il est résident fiscal français, je le considère comme résident fiscal français et donc je le taxe en France. » D'où les précautions à avoir en termes d'organisation patrimoniale qu'on va voir par la suite. Donc, j'en viens au droit de succession au Portugal. En France, il y a des droits de succession, comme vous le savez, qui sont assez importants. On peut transmettre 100 000 € par enfant tous les 15 on peut transmettre 100 000 € à chacun de ses enfants tous les 15 ans en franchise de droit de succession. Après, on rentre dans un barème progressif qui va être de 20% de taxation jusqu'à 550 000 €, 30% jusqu'à 900 000 €, 40% jusqu'à 1 800 000 et 45% au-delà. Au Portugal, donc si c'est une transmission pas aux enfants, mais si c'est une transmission envers les frères et sœurs, par exemple, bah, si c'est sa sœur qui est héritière, il y a une taxation d'office à 45% en France. Au Portugal, il n'y a aucun droit de succession
en ligne directe. Donc, quand on transmet à ses enfants, à ses petits-enfants, il n'y a aucun droit de succession. Et si on veut faire un testament pour gratifier une période extérieure au cercle familial proche, il y a des droits de succession de 10%. Le problème, c'est que partir au Portugal en disant « moi, je vais partir au Portugal, comme ça, mes enfants, plus tard, ils seront exonérés de droits de succession », ça ne suffit pas. Parce que, d'abord, tous les biens que vous gardez en France, donc les biens immobiliers que vous gardez en France, l'argent sur des comptes courants en France, ils seront de toute façon imposés en France, quel que soit le lieu où résident vos héritiers. Ensuite, si vous habitez au Portugal, même si vous n'avez plus aucun bien en France, mais que vos héritiers habitent en France au moment de votre décès, de toute façon, tous vos biens mondiaux seront imposés aux droits de succession en France. Donc, le simple fait de partir au Portugal ne dispense pas de mener une réflexion sur l'organisation de sa transmission et de faire en sorte que si jamais on a des héritiers qui restent en France ou si jamais on a des biens en France, en alléger le coût. Donc, il y a différents moyens pour ça. C'est faire des donations anticipées, éventuellement mettre son patrimoine en société et faire des donations de titres de société en démembrement. Il y a l'assurance vie qui est un bon outil pour bénéficier d'exonération de droits de succession, puisque les sommes qui sont transmises via l'assurance vie à des résidents fiscaux français, vous transmettez 152 500 € avec 0 droit de succession, et après, c'est un barème qui est beaucoup plus progressif que le barème des droits de succession qu'on voit là. En gros, on est à 20% seulement jusqu'à 800 000 € et 30% après sans limite. Et enfin, il y a différents types de placements qu'on peut faire, comme l'investissement en forêt, qui permet de bénéficier d'un certain nombre d'exonérations de droits de succession. Donc voilà, est-ce que j'ai répondu à la question sur les successions, Rachel? Attends, parce qu'entre-temps, il y a beaucoup de questions qui sont arrivées. OK, donc Nelson, est-ce que ça a répondu à la question ou pas? Ou vous avez encore une autre question? Vous pouvez activer le micro si vous voulez. Ah, c'est parfait. Il a répondu, c'est parfait. OK. Alors, il y a une autre question assez quand même importante. Donc, il y a Tierno qui demande pensez-vous qu'on puisse faire un courrier au fisc pour le statut, même si le NIF a été fait début 2022 dans le cadre d'un gros projet entrepreneurial qui va créer des emplois dans le pays? J'ai pas forcément compris la Moi non question. plus, je n'ai pas compris la question. Tierno, vous pouvez activer le micro et la poser, la question. Il faut, en tout cas, pour bénéficier du système RNH, il faut, si vous êtes, enfin, ça dépend pas ça dépend pas de la, de la réception de la création de votre numéro fiscal. Ça dépend de la première fois où vous devenez effectivement résident fiscal portugais, donc c'est-à-dire l'année où vous allez y passer plus de 180 jours par an et l'année où vous allez y installer votre résidence principale. Et là, vous avez jusqu'au 31 décembre. Donc, si c'était en 2022, vous avez jusqu'au 31 décembre 2023 pour en faire la demande. OK. Et il y a Après, Olivier qui… ouais. Oui. Non, dis-moi. Il y a Olivier qui demande comment sont taxés les loyers de biens immobiliers portugais dans le statut RNH. Alors, les loyers de biens immobiliers portugais, ils sont taxés de la même manière que vous soyez RNH ou non. Donc, il y a différents types de fiscalité selon que c'est la location longue durée, pas longue durée. Donc, si c'est de la location longue durée, que ce soit meublé ou pas meublé, le taux d'imposition dépend de la durée du bail. Donc, ça va de 28% à 10% selon la durée du bail sur laquelle vous êtes engagé. Donc 10%, c'est pour un bail très long de 25 ans. 28%, c'est pour des bails courts. Ensuite, si c'est de l'exploitation de meublés touristiques, il y a différents types d'imposition possibles. Mais en tout cas, je veux dire, le RNH n'a pas d'impact là-dessus. Voilà. Ce qui est plafonné à 20% dans le RNH, c'est uniquement les salaires et les activités d'indépendants de personnes qui exercent une activité dans des domaines bien précis, dits à haute valeur ajoutée. OK. OK. Voilà. Donc, quand vous partez au Portugal, il y a quelques autres petits points de vigilance à avoir. Donc, le premier, c'est
faire un testament pour s'assurer de bien définir quel droit va être applicable à votre succession de manière civile. Parfois, selon la période où vous êtes marié, il y a des problématiques de régime matrimonial à redéfinir. Et quand on est chef d'entreprise et qu'on part au Portugal, il y a un point de vigilance à avoir sur l'exit tax qui peut vous concerner. Et là, on a vraiment un expert de l'exit tax dans le réseau qui a fait des webinaires sur le sujet précédemment. Voilà, donc de tout ce que je viens de vous dire, se pose la question du coup, par rapport à ça, comment on organise son patrimoine pour bénéficier au mieux de ce système RNH. Première question qui se pose, c'est que faire de ces biens immobiliers français? Est-ce qu'on les garde au pied-à-terre? Est-ce qu'on les vend? Est-ce qu'on les met en location? Donc, par rapport à ce que je vous ai dit, ce qui est important déjà pour être sûr d'être considéré comme résident fiscal français, idéalement, c'est de ne pas garder de biens de pied-à-terre, donc de biens à votre disposition. Ensuite, quelques éléments par rapport à ça. Donc d'abord, si vous aviez une résidence principale en France et que vous souhaitiez la vendre, vous savez qu'en France, il y a une exonération d'impôt sur les plus-values lorsque vous vendez votre résidence principale. Cette exonération, elle est valable pendant un an, enfin jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit votre départ en France. Donc vous partez au Portugal, vous avez encore un an pour vendre votre résidence principale et bénéficier de cette exonération. Quand on devient non-résident, on a un abattement en plus de 150 000 € sur la plus-value du premier bien qu'on vend en France, autre que sa résidence principale. Donc c'est un système qui est assez avantageux. Sur les biens que vous allez conserver, si vous conservez des pieds-à-terre, ça va devenir des résidences secondaires et donc vous allez avoir une fiscalité un peu plus lourde sur ces biens, globalement une majoration de 40% de la taxe foncière. Enfin, il faut avoir en tête qu'un patrimoine immobilier que vous gardez en France va rester taxable en France, donc que ce soit à l'impôt sur la fortune immobilière, si ça vous concerne, ou que ce soit sur les revenus fonciers de ces biens. Donc, est-ce qu'il faut garder ou vendre ces biens immobiliers? Ça, il n'y a pas de bonne réponse, c'est à regarder au cas par cas. Quelques réflexions, la réflexion à avoir pour moi, c'est vraiment la rentabilité nette des biens que vous gardez. Est-ce que cette rentabilité après impôt, après charges, etc., elle est intéressante par rapport à des placements alternatifs que vous pourriez faire? C'est sûr que l'immobilier, pour développer un patrimoine en phase de constitution patrimoniale grâce à l'effet de levier du crédit, c'est un super moyen de se constituer un patrimoine. Par contre, quand on arrive à la période où on est un peu plus âgé, il n'y a plus de crédit sur ces biens, on est à la retraite, c'est pas sûr que la rentabilité des biens aujourd'hui soit hyper satisfaisante. Et il y a d'autres manières qui peuvent être intéressantes pour investir dans l'immobilier via des fonds qui font de la transformation immobilière, via des SCPI pour être diversifiés ou autres. Dans tous les cas, c'est à regarder au cas par cas. Et le point important, c'est d'essayer, autant que faire se peut, de ne pas garder de pied-à-terre en France. Que faire avec son épargne financière? Donc, quand on part au Portugal, on peut garder en fait l'ensemble de ses placements financiers en France, les livrets A, vos comptes bancaires, au PEA ou autres. Les seules choses que vous n'avez pas le droit de garder, c'est les livrets d'épargne populaire et les livrets de développement durable. Le PEA, vous pouvez le conserver, mais il sera plus efficace. C'est-à-dire que si vous cédez des titres au sein de votre PEA et que vous êtes résident au Portugal, les plus-values, elles seront imposées au Portugal au taux de 28%, que vous soyez RNH ou non. Donc, vous n'avez plus cette exonération d'impôt sur les plus-values en France dans le PEA. Il n'y a pas de restriction de placement. Si vous avez des SCPI ou tout ce genre de choses, vous pouvez les garder au Portugal. Les plans épargne retraite, si vous en avez, il y a éventuellement, et si vous êtes proche de la retraite, que vous envisagez de passer votre retraite au Portugal et que vous avez un PER en France, il peut y avoir des stratégies intéressantes de verser de manière significative avant de partir pour avoir des réductions importantes d'impôts en France et de débloquer le PER une fois que vous êtes au Portugal en tant que résident fiscal portugais, parce que vous aurez du coup pas d'impôt sur les sommes débloquées. Sur les contrats d'assurance vie que vous avez en France, vous pouvez tout à fait les garder. Il n'y a aucune interdiction à les garder. Néanmoins, on conseille fortement pour les personnes qui s'expatrient de privilégier des contrats d'assurance vie de droit luxembourgeois et non pas des contrats de droit français. Donc, d'abord parce que d'un point de vue administratif, quand vous devenez non-résident et que vous voulez faire un retrait auprès d'un assureur français sur votre contrat,
c'est un peu la galère de manière administrative. Vous allez devoir tamponner 3 documents, enfin justifier de votre résidence fiscale au Portugal, des fois aller faire tamponner un document CERFA par l'administration portugaise pour bénéficier de la fiscalité portugaise sur ce retrait, etc. Et ensuite, parce que en termes de droit de succession, avant, enfin il n'y a pas si longtemps, en 1999, il y a une règle qui est passée qui disait que dès lors qu'un contrat d'assurance vie a été souscrit en France, même si vous vous expatriez, le contrat d'assurance vie reste soumis à la fiscalité française en cas de décès, même si vous n'êtes plus non résident. Cette règle, elle a sauté, mais rien ne dit qu'elle ne reviendra pas. Donc, le fait d'avoir de l'argent en France, c'est un risque d'avoir des contraintes de règles françaises et d'imposition française en matière de droit de succession. Donc, il vaut mieux couper le plus possible le lien avec la France. Un contrat d'assurance vie de droit luxembourgeois, c'est un contrat qui fonctionne exactement de la même manière qu'un contrat français, c'est-à-dire que dans une assurance vie, les sommes que vous placez sont disponibles à tout instant. Vous pouvez faire des versements quand vous voulez, faire des retraits quand vous voulez. Il n'y a aucune fiscalité tant que les sommes restent placées dans l'enveloppe. Il y a une fiscalité que quand on fait un retrait. Et la fiscalité sur les retraits au Portugal, elle est très favorable après 8 ans, puisqu'on est imposé qu'à hauteur de 11%, 11,2% sur les gains qu'on fait. Donc, c'est plus faible qu'en France. Donc, en termes de fiscalité, RNH ou pas RNH, c'est l'enveloppe la plus avantageuse qu'on peut avoir en termes de fiscalité sur les plus-values. Au Portugal, vous avez une meilleure sécurité, au Luxembourg, pardon, vous avez une meilleure sécurité sur votre argent que sur les contrats français. Il y a ce qu'on appelle un triangle de sécurité qui fait que l'argent que vous placez n'est pas dans les comptes de l'assureur, contrairement à la France, mais dans des comptes ségrégés. Il y a un contrôle trimestriel qui est fait par les autorités luxembourgeoises pour vérifier, pour s'assurer de la solvabilité, que tout va bien, d'un point de vue de la solvabilité de l'assureur et de la banque dépositaire. Donc, c'est hyper safe, c'est le système le plus safe en Europe. Et l'avantage, c'est qu'il y a une neutralité fiscale. Donc, il n'y a pas de fiscalité au Luxembourg liée à ce contrat. Il y a une fiscalité qui est simplement dans le pays dans lequel vous résidez, donc en l'occurrence le Portugal. Malgré tout, ça permet aussi, si vous gardez, si vos héritiers sont en France au moment de votre décès, de bénéficier des avantages de l'assurance vie en termes de transmission, donc cet abattement de 152 000 € et cette fiscalité plus favorable sur les sommes transmises. Enfin, quand on a un contrat d'assurance vie français, en général, on a un choix limité de support, de placement. Donc, on ouvre l'enveloppe et qu'on choisit les véhicules sur lesquels on souhaite investir, le choix est limité par le contrat. Dans un contrat luxembourgeois, on peut tout faire. On peut investir en actions directement, on peut investir sur tous les fonds qui existent, on peut investir en private equity, on peut avoir de l'immobilier, on peut faire de la gestion sous mandat dédié auprès de banques privées. C'est vraiment une enveloppe dans laquelle on peut tout faire, là où on est plus contraint sur un contrat français. Donc, en conclusion sur l'organisation de son patrimoine, pour moi, sur les placements financiers, l'enveloppe à privilégier serait le contrat d'assurance vie luxembourgeois. Et sur l'immobilier, il y a une réflexion à mener en fonction de votre situation. Donc, comme vous l'avez compris, le système RNH, il permet de bénéficier d'une fiscalité favorable sur les intérêts et dividendes qu'on perçoit. Donc, si vous avez plus de pied-à-terre en France, vous êtes de toute façon considéré comme un résident fiscal portugais et donc, vous aurez une fiscalité très faible sur des placements à base d'intérêts ou de dividendes que vous auriez fait en France et que vous percevez au Portugal. Pour terminer, un petit mot sur les solutions de financement qu'il peut y avoir si vous voulez acheter un bien immobilier au Portugal. Donc, moi, le message que je souhaite faire passer, c'est que c'est beaucoup plus simple de trouver un financement depuis la France en tant que résident fiscal français. Si vous voulez acheter votre future résidence principale au Portugal ou si vous voulez acheter un bien locatif au Portugal, il y a des solutions en France auprès de filiales de banques portugaises qui permettent de vous financer aux mêmes conditions que si vous faisiez un achat immobilier en France. Donc, des taux fixes, des durées qui peuvent aller jusqu'à 25 ans, un apport assez faible, un système de caution logement, etc. Donc, les conditions que vous connaissez. Vous partez au Portugal et que vous cherchez des financements au Portugal, sur place, ça va être beaucoup plus pénalisant de financer, puisque au Portugal, on a des taux variables, on a souvent au moins la moitié de ces mensualités qui sont calculées sur des taux variables. Il faut un apport beaucoup plus conséquent et des durées beaucoup plus longues.
Donc, je ne peux que vous inciter à réfléchir à vos projets en amont et il y a des solutions en France très simples pour financer des biens immobiliers au Portugal. Donc, voilà ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui. Je suis à votre disposition pour des questions si vous